débrouiller pour que les choses avancent à NYU. Et pas que à New York. L'Université de Tel Aviv également. Si vous regardez la colonne du milieu, vous y verrez mon nom et le nom de mon épouse. Parce qu'on travaille avec des entreprises caritatives pour l'entreprise de Tel Aviv et on fait de la recherche avec eux. Dr Shapiro, mon ami, le Dr Shapiro, qui vient de fêter son 90e anniversaire et qui enseigne toujours. Alors, parmi les différentes publications, la dernière avec le Dr Shapiro justement, et ici, la GODO travaille avec Elsevier. J'ai donné le lien à Charlie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement. On peut télécharger l'article. Charlie a le lien. Partenaires en dentisterie et médecine, c'est nous. Orthopartner, MEM à Taïwan. Maintenant, on va aller jusqu'à Tokyo au Japon, puisqu'ils ont construit un laboratoire là-bas. Moi-même, j'ai un intérêt dans la société MEM. En tant qu'investisseur, membre du conseil d'administration, j'ai des responsabilités en termes de décision et parfois je suis aussi responsable de toute la technique. Je teste des nouveaux brackets, des nouveaux fils d'arc. Et très bientôt, je vais justement essayer ces nouveaux aligneurs. Et les universités également. On travaille tous ensemble pour avoir les meilleurs produits et les mettre à disposition de tous ceux qui en ont besoin. Je suis ravi d'avoir été invité à ce séminaire. Combien d'entre vous sont orthodontistes? Vous pouvez lever la main? Ah oui, d'accord, la majorité. Combien d'entre vous interagissent souvent avec un chirurgien? Qui d'entre vous travaille avec un chirurgien? D'accord. Donc vous pouvez discuter du cas, établir un plan de traitement, essayer de décider si le patient a besoin d'une chirurgie à une seule mâchoire ou deux, la rotation, l'étiologie, vous en parlez, vous discutez avec eux, c'est très très bien, car l'interaction et la communication sont essentielles pour garantir le résultat et pour le patient. Ici, vous avez un exemple d'un patient de 22 ans, patient asiatique, qui est venu nous consulter avec une agénésie de 4 dents. On s'est dit que c'était typiquement quelqu'un qui faisait du nomadisme, qui allait consulter plein de praticiens différents. D'abord, il a été se faire des extractions, après il cherche un chirurgien, puis un orthodontiste. Il a une classe 3, béance antérieure, bipro, encombrement. On n'a même pas besoin de mesurer les angles pour se rendre compte qu'il est en bipro. Et qu'il a en plus un visage long. C'était surtout ça qui le dérangeait d'ailleurs. Il avait un visage très très long. Et il voulait qu'on résolve le problème, pour lui.
Voilà les mesures céphalométriques de cette téléradiographie. En rouge, vous avez tout ce qui est en dehors de la normale. Je n'ai pas trop le temps pour entrer dans les détails. Je pense que vous pouvez éventuellement prendre une photo et analyser ça calmement à la maison. Une fois qu'on a obtenu son dossier, y compris ses code beam et son modèle en plâtre, on l'a envoyé au laboratoire. En fait, on n'a pas de possibilité, nous, pour travailler sur le modèle nous-mêmes. On n'a pas les logiciels. Il y a quelques trucs qui sont disponibles, mais surtout pour les chirurgiens. D'ailleurs, ça coûte 3 000 à 4 000 $ pour chaque patient. Hein. C'est généralement payé par la compagnie d'assurance. Ça fait partie du package. Et du fait qu'il avait un léger articulé croisé et une classe 3, certains chirurgiens auraient dit oui, mais ça c'est une indication de chirurgie, mais uniquement d'une arcade, pas des deux. Donc on partait du principe que le plan A, c'était chirurgie du maxillaire. Voilà. Ils ont mis une chirurgie du maxillaire, mais là on voit qu'il y a donc une autorotation. Ça c'est avant l'autorotation, après l'autorotation. Because of the short throat length, soft tissue and hard tissue. Et du fait de la forme de ces tissus durs et mous, il était aussi prévu de faire une gynéoplastie d'avancement pour modifier son profil. Étant donné que c'est un homme, ils veulent plus de projection du menton. Pour une femme, ça serait différent. Pour les patients obèses, c'est même encore différent. Parce qu'ils ont souvent un double menton ou un triple menton, et là, il faut aussi réfléchir à ce que ça va donner, sinon vous risquez d'avoir un patient insatisfait. Donc avant-après, on est toujours en bipro, alvéoli de toute façon, parce qu'on ne peut pas contrôler où se trouve le maxillaire. Si vous avancez la mandibule, il faut quand même faire en sorte que le maxillaire reste devant la mandibule. Je vais sauter ces diapositives, on n'a pas suffisamment de temps. Voilà l'occlusion finale. Ça, c'est une autre illustration. Je voudrais passer quelques instants par contre sur ce schéma-là. Parce que si vous vérifiez les mesures avant et après, vous les voyez en bas, pré-op et pendant la planification, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de modifications au niveau des angles SL1, SNB, ANB et le plan d'occlusion maxillaire. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre avant et le plan de traitement. Quoi qu'on fasse, le visage du patient reste long. Ça, c'est la prédiction au niveau des tissus mous, avec une chirurgie d'une seule arcade, une seule mâchoire. En général, ceux qui ont conçu les logiciels, les orthodontistes, les chirurgiens, on se parle tous ensemble, on fait une conf call pour réfléchir à ce qu'on peut faire. Et une fois que j'ai vu le résultat du plan A, j'ai dit non, ça ne va pas, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut envisager un plan B avec chirurgie des deux mâchoires? Donc le jour suivant, ils ont travaillé quelques heures et voilà ce qu'ils nous ont proposé. Une chirurgie donc maxillaire, mandibulaire. Donc position avant l'intervention.
position intermédiaire, c'est-à-dire après le mouvement du maxillaire. Donc on utilise une position intermédiaire avec une ostéotomie du maxillaire, ce qu'on appelle un occlusal splint intermédiaire. Et ça, c'est après la chirurgie de la mandibule. Et l'image finale sera basée sur ces deux chirurgies. Avant-après. Vous voyez l'évolution du plan d'occlusion. The 0,7 mm. Cet écart-là, ce n'est pas tellement le mouvement qui est obtenu par la chirurgie. C'est plutôt 7,4 mm qui est là. Et les autres mesures, ce sont en fait les écarts verticaux. Donc ce n'est pas l'écart chirurgical qu'on a créé dans la mandibule, mais c'est l'écart vertical. Voilà les mesures après la chirurgie des deux maxillaires. Là, on a une modification qui est beaucoup plus importante dans les angles. 6 degrés, 15 degrés pour d'occlusion pré-op et 10 degrés pour point d'occlusion post-op. Donc ça nous fait une différence de quasiment 6 degrés. Et là, on voit où va se trouver le maxillaire. Pas en fonction de la position de la mandibule. Mais là, on est capable de manipuler tous les mouvements, direction sagittale, verticale, ainsi que l'angle. Les angles OP et MB. SMB et SMB. Voilà les comparaisons donc, entre les deux chirurgies. Uniquement le maxillaire et la chirurgie mandibule maxillaire. Regardez ici la modification de l'angle du plan occlusal. On a 6 degrés de différence entre les deux. Et c'est ça qui va modifier la hauteur du visage du patient. C'est ça qui va modifier la position de la mandibule, donc du coup l'angle du bord inférieur de la mandibule et la contention. Parce que on a des attachements musculaires, massétaires, temporales. Et tous ces muscles-là qui sont attachés à la mandibule sont responsables des rechutes la plupart du temps parce qu'ils vont tirer dans la mauvaise direction. Et c'est ça qui encourage les récidives. Alors que si vous faites une chirurgie des deux, du maxillaire et de la mandibule, vous allez minimiser le risque de récidive parce que vous allez modifier l'attraction des muscles et des ligaments sur les mâchoires. Donc ce n'est pas juste une question d'apparence physique, d'occlusion. Il faut aussi se poser la question des récidives liées aux attaches musculaires sur les os. Vous avez ici une comparaison. Une comparaison aussi des répercussions au niveau des tissus mous en préopératoire, avec suivant qu'on intervient à 1 ou 2 maxillaires. Si vous avez des questions, le Dr Ray-Chen et moi-même serons ravis d'y répondre, mais on prendra les questions, toutes les questions à la fin. On doit se dépêcher un petit peu, néanmoins. La prochaine présentation va prendre une dizaine de minutes, et ensuite nous allons essayer de faire un comparatif entre les méthodes à l'ancienne et les méthodes à l'ère du numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de logiciels, mais malgré cela, on doit toujours continuer d'utiliser nos yeux et notre matière grise. Vous avez ici un résumé très rapide des groupes auxquels j'ai participé avec les docteurs Mark Harty et Grayson, etc., toujours à NYU. Et
Le docteur McCarthy est très connu. Il est l'auteur d'un manuel en 8 volumes sur la chirurgie esthétique. Ensuite, j'ai collaboré avec le docteur Super Glicksman et Carl Hayes. C'était une collaboration entre NYU, l'hôpital de Bellevue et l'hôpital de Lenox Hill. Donc ça a été pendant une dizaine d'années. Et de 2005 à maintenant, je fais partie d'un groupe de chirurgiens en collaboration avec Langone, les docteurs Glicksman, Toroni, Levin et Goldman, le docteur Toroni et le généreux donateur qui permet de financer les bourses d'un certain nombre d'étudiants en fac dentaire. Et donc c'est un grand philanthrope. Alors évidemment, je ne vais pas m'apesantir sur des choses que vous connaissez déjà. Ce sont plutôt des fondamentaux où l'on dit en synthèse que c'est beaucoup plus compliqué de traiter des patients avec un visage asymétrique. Et les asymétries peuvent se présenter sous toutes sortes de formes, souvent associées à des syndromes. Les asymétries du visage, vous avez ici une classification selon Monroe, des différentes modifications de la face, des plus légères aux plus sévères. Et pour observer ces différentes asymétries, il faut faire des photos de face de profil de 3/4. Vous avez ici une comparaison entre un patient qualifié de normal et d'un patient avec une asymétrie, telle que objectifiée sur les données céphalométriques. Avant que le cone-beam ne soit largement entré dans la pratique des orthodontistes, comme on le montre sur la photo, traiter des patients avec une anatomie crâno-faciale inhabituelle, c'était quand même pas évident. Pain in the ass, comme c'est écrit sur la diapo. Et il fallait juger beaucoup de choses au coup d'œil, ce qui n'est quand même pas la chose la plus précise. Vous avez ici un tracé céphalométrique. À l'époque, c'était nous, le logiciel. Nous avions un logiciel à Mongol, un logiciel qu'on avait élaboré en interne, qui permettait de combiner de manière quand même assez grossière les tracés céphalométriques par rapport à la photo. Ça, c'était bien avant l'apparition et l'avènement du cone-beam, et avant que l'on ait aussi des prises de vue beaucoup plus extensives. C'est ce qui nous permet de prévoir les tracés d'ostéotomie notamment. On pouvait voir aussi les rotations autour d'un axe X, Y et Z. Et même si nous utilisons désormais des logiciels, lorsqu'on travaillait manuellement, on utilisait bien évidemment toujours les mêmes repères anatomiques. On utilisait encore une fois les angles bien connus, l'angle avec le pogonion, des repères anatomiques qui sont reproductibles et qui permettent de normaliser les tracés. Là, il s'agissait de la méthode que l'on utilisait pour réaliser une attelle, une gouttière, en amont d'une chirurgie à une seule arcade, qui était montée sur un articulateur, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante 3D, donc tout était fait en métacrylate. Ici, il s'agit d'une reconstruction de l'E-Fort 3. Et vous avez ici la gouttière après la chirurgie. Et évidemment, il est impossible d'avoir des crânes asymétriques, même à des usages médicaux. Et donc, en fait, j'ai acheté sur eBay un crâne normal, si vous voulez, que j'ai découpé pour reproduire, essayer d'imiter la symétrie. À l'époque, on enregistrait avec un arc facial, on enregistrait l'occlusion avec des clés en silicone. Et donc pour l'articulateur,
on monte d'abord le modèle de l'arcade supérieure, on met un arc facial et ensuite on retournait l'ensemble du dispositif, on montait le deuxième modèle en fonction de l'empreinte que l'on avait prise en bouche, le patient ayant une ouverture de 2 mm. Donc, c'est ce dont on avait besoin pour pouvoir faire cette gouttière intermédiaire. Donc, cette gouttière, elle était montée sur le maxillaire, puis sur la mandibule en fonction de l'empreinte. C'est ce que vous voyez ici à gauche. Côté droit, vous avez le montage à l'envers et ensuite ça permettait d'obtenir la gouttière. Ceci sur la base des mesures qu'on avait prises. Et voici la manière dont on réalisait ces gouttières. Il y avait une gouttière plus épaisse et une plus fine, relativement uniforme dans son épaisseur. Je vais vous montrer un exemple de la manière dont on pouvait traiter un syndrome de Parry-Romberg. C'est un cas du docteur Mark Carty, un cas relativement ancien de 1989. C'est un orthodontiste. Je passe très rapidement sur ce patient, donc un patient de 17 ans porteur d'un syndrome. Il a des antécédents médicaux et dentaires spécifiques. Il a subi un certain nombre d'interventions chirurgicales tout au long de sa vie à cause de son syndrome. Il y a une asymétrie faciale, mais aussi une asymétrie dans la cavité buccale. On voit que là, on a fait ici donc les traces céphalométriques à l'ancienne sur la téléradiographie de profil. Et vous avez ici les mouvements que nous souhaitions réaliser et nous avons conçu le modèle et l'attelle en fonction des mouvements choisis. Donc le projet thérapeutique, une chirurgie de l'effort avec recul côté droit, fixation avec mise en place d'une attelle, d'une gouttière de temporisation. Donc c'est une avancée bilatérale, mais il y a une hypoplasie d'un côté. Et ensuite, deuxième temps, correction de l'inclinaison du plancher orbitaire et augmentation osseuse. Donc, comme je vous l'ai décrit précédemment, ces modèles étaient montés dans un articulateur, tout était scié à la main, on construisait la gouttière en fonction du projet thérapeutique. Et voici le temps chirurgical. Quand on allait au bloc, on avait le sentiment qu'on était prêt, mais en fait, on n'était pas du tout prêt. Regardez la chirurgie en pérope. Après avoir coupé le maxillaire, tous vos points de repère anatomiques sont perdus. Et là, vous vous dites, mais comment je vais faire? Là, il n'y a plus de clé, il n'y a plus de repères anatomiques, ce qu'on avait dans l'articulateur. On a tout perdu. Du moment que le maxillaire est désolidarisé, et donc à l'époque, les chirurgiens faisaient ça un peu au pif, si vous voulez, en se disant, ouais, ça a l'air droit. Hein, et en général, ouais, en fonction du nez, en fonction du menton, c'était loin d'être reproductible, parce qu'il n'y avait pas de clé. Tout ce que vous aviez au niveau de l'articulateur s'est perdu du moment que le maxillaire était désolidarisé. Et donc la reproductibilité, elle est quand même très théorique. Parfois, il faisait des très petits marquages. Il pouvait littéralement faire des repères, des tracés sur les structures du patient, mais au final, en dehors du nasion et du menton, peu de repères anatomiques. Donc après la chirurgie du maxillaire, on réalisait des radios. Ici, vous avez la panoposte, vous avez la téléradiographie de profil, et on vérifiait que les différentes gouttières repositionnaient correctement les arcades, c'est avant et après chez un patient. Notez les tissus cicatriciels sur la joue gauche.
cette cicatrice, c'est un petit peu comme le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est le tissu cicatriciel qui a provoqué l'asymétrie ou est-ce que c'est l'asymétrie qui a aggravé la chirurgie? C'est impossible à trancher, ça fait partie du syndrome. Le tissu cicatriciel et de granulation. Quand on regarde le visage et que l'on neutralise le plan oculaire, on se dit que la chirurgie a bien réussi. Mais quand on regarde le plan oculaire, on se dit que ça ne fait pas une énorme différence en termes de correction de la symétrie. It's okay. I just checked, we're going to be 15 minutes late. Je me dépêche, mais on va peut-être avoir une quinzaine de minutes de retard. Donc si on couvre le plan oculaire, c'est convenable, mais sinon la symétrie, elle n'est pas vraiment améliorée. Donc ça, c'est la manière dont on procédait à l'époque. Nous sommes maintenant à l'ère du numérique. Le docteur Rajan a travaillé sur ce patient. Je passe très rapidement sur l'aspect anamnèse. Donc c'est aussi une ostéotomie de l'effort 1 avec une ostéotomie en L inversée côté droit, une ostéotomie qui va permettre de prolonger la branche montante et qui va permettre de gagner un maximum de hauteur, et puis ensuite une ostéotomie par split sagittal, génioplastie avec prélèvement d'os à la crête iliaque pour la génio. Le docteur Rajan va nous faire la présentation de son cas. Bonjour. Je m'appelle Ray Cheng. J'ai un cabinet d'exercice libéral de chirurgien à Manhattan, downtown. Je remercie mon confrère de m'avoir invité à faire cette présentation. C'est ici que j'ai été formée à NYU il y a 10 ans et je me souviens d'avoir écouté un cours du Dr Lai en 2014 ou 2016. Nous avons traité ensemble 4 patients qui avaient besoin d'une reconstruction ramique avec en sous-jacent une asymétrie faciale. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour lesquels parfois il faut une reconstruction du ramus. C'est vrai que le ramus, c'est vraiment ce qui va déterminer la hauteur du tiers inférieur de la face. Vous avez ici les différentes étiologies des asymétries faciales qui vont se traduire par un certain nombre de malformations. En général, il va falloir une approche multidisciplinaire pour traiter des patients porteurs d'asymétrie faciale. L'orthodontiste, en quelque sorte, est le chef d'orchestre, c'est le membre le plus important de l'équipe. Et en soutien, c'est lui qui va prévoir le traitement orthodontique, mais qui va aussi donner des consignes pour le traitement orthognatique. Et dans certains cas, il faudra aussi faire intervenir un chirurgien plasticien pour la reconstruction des tissus mous de la face. On va réaliser en gold standard une ostéogenèse par distraction, mais ça nécessite 2 temps chirurgicaux. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter 2 procédures que l'on réalise ici à NYU avec une ostéotomie en L inversée à ICBG ou bien l'ostéotomie en C inversée. On réalise aussi une condylectomie avec ensuite greffe. Vous avez ici l'ostéotomie en L inversée qui a été inventée par le Dr Warsmund, essentiellement en présence d'une hypoplasie mandibulaire et d'un déficit des dimensions horizontales et verticales de la face. Il s'agit ici d'aider à corriger les malformations faciales de patients avec une présentation clinique comme celle de la patiente. Vous avez ici une ostéotomie. En général, on va utiliser une approche transfaciale et ceci va nous permettre d'ensuite avoir un tracé d'ostéotomie en L inversée, d'avoir une fixation robuste des 2 plaques de fracture avec un minimum de chevauchement, très peu de récidives parce qu'on se fixe très solidement dans l'os. Il y a aussi très peu de risque de lésions neurosensorielles. Comme le disait le confrère, la planification chirurgicale virtuelle a vraiment révolutionné la planification du traitement
orthognathique. À l'époque, comme le docteur Youn le disait à l'instant, il fallait d'abord faire un modèle en plâtre, réaliser la planification manuellement, et il y avait évidemment un énorme facteur d'erreur humaine. Aujourd'hui, à NYU, mais aussi en libéral, on n'a plus de maître modèle en plâtre, mais on a des modèles réalisés en CFAO. On trouve bien sûr par ce biais les différents repères anatomiques. On fait fabriquer les gouttières par opératoire. Je vous montre un premier cas qui a été montré très rapidement par le confrère, un patient syndromique porteur d'un syndrome de Paré-Romberg. Je ne vais pas vous parler de l'étiologie et de la pathologie sous-jacente, mais en synthèse, ce patient avait commencé son traitement orthodontique 2 ans auparavant, donc 2 ans de traitement. On a une occlusion de classe 1, il y a un certain nombre d'angénésies, mais il y a évidemment un canting du plan d'occlusion. Bien sûr, on va essayer de réhabiliter le complexe maxillo-mandibulaire, notamment les aspects osseux, et ensuite il faudra probablement une chirurgie plastique pour intervenir au niveau des tissus mous. Vous voyez très clairement que la branche montante est plus courte à droite qu'à gauche. La chirurgie est une ostéotomie de l'effort, avec du côté droit une ostéotomie à l'inversée, comme je disais, avec greffe osseuse, et à gauche une ostéotomie par pli sagittal et ostéoplastie. Vous avez ici la planification pour la chirurgie guidée. Vous avez ici la gouttière intermédiaire. On est d'abord intervenu au maxillaire de ce patient. Vous avez ici le guide pour l'ostéotomie en L, très utile. Vous voyez ici la quantité de gains en termes de hauteur du ramus qu'on a pu obtenir, 6,56 mm. On voulait avancer la mandibule de 9,3 mm. Vous avez ici les fichiers STL et la planification en amont de la chirurgie. Voilà, ce sont les chiffres qu'on voulait obtenir. Vous avez ici des photos qui ont été prises au cours d'une autre chirurgie. C'est un cas similaire, mais ce sont des photos qui vous illustrent comment on procède. Vous avez ici, on a réalisé une greffe au niveau du maxillaire et notamment au niveau de l'os malaire. Ce petit morceau d'os rectangulaire, à l'époque, on allait le prélever ici au niveau de la crête iliaque. Ensuite, une fois qu'on l'avait prélevé à la crête, il fallait meuler le morceau pour le faire s'adapter dans l'ostéotomie. Aujourd'hui, comme tout est planifié en amont, quand on fait le prélèvement, on prélève exactement à la forme. On le met directement et ça s'adapte comme une pièce de puzzle. Tandis qu'à l'époque, le chirurgien allait prendre de très longues minutes pour adapter, vérifier in situ, réadapter. Là, tout est fait sur mesure grâce au logiciel, notamment au logiciel disponible. Les ingénieurs peuvent très rapidement concevoir la forme du modèle, la forme que devra avoir le greffon. Et ça rentre parfaitement. Du premier coup, c'est super facile. Ces gars sont géniaux. Et en effet, vous avez ici une photo de l'ostéotomie en L inversée. Donc on met le guide de coupe. Vous voyez ici, on a réalisé une avancée vraiment significative. Vous avez ici les 2 lignes de fracture et les 2 os qui sont apposés. Vous avez ici la panneau immédiatement en post-op. Vous voyez que l'on a un très bon contact os contre os. Le guide osseux a permis d'obtenir une très belle augmentation de la dimension verticale. Si je ne m'abuse, ça c'était 3 mois plus tard, ça c'est la téléradiographie finale. Et voici l'impact au niveau de la face, 3 à 4 mois, je dirais, après la procédure. Bien évidemment, il y a encore un déficit au niveau des tissus mous, mais son plan d'occlusion a été normalisé et son sourire est également nettement amélioré. C'est un patient donc qui a ensuite continué son traitement ortho.
Mais on n'avait pas remis en cause son occlusion de classe 1. Je vais vous montrer maintenant une hypoplasie dermique focale. Encore un syndrome qui provoque une asymétrie. Côté droit, le ramus était significativement plus court que du côté gauche. Vous avez ici la documentation. Dans le cas de cette patiente, le menton est dévié vers la gauche et on décide ici d'intervenir d'abord à la mandibule. On va réaliser le temps chirurgical en 2 fois pour limiter les comorbidités. Vous allez faire une ostéotomie en L inversée associée à une génioplastie plus une greffe, mais tout simplement on ne fait pas d'une ostéotomie de le fort en amont. Vous avez ici la planification, le guide de coupe, guide chirurgical, et c'était les données que l'on voulait obtenir en réalisant la génioplastie. Vous avez ici la panneau post-opératoire où l'on voit que l'on a on a prélevé de l'os, on a réalisé une PSSO, une génioplastie. Vous voyez les différentes plaques d'ostéosynthèse et ensuite il faudra intervenir au niveau du maxillaire. Vous avez la téléradiographie de profil. Ici, c'est 6 mois plus tard, plus ou moins, on voit que l'os est bien consolidé. Et pour cette patiente, l'orthodontiste a été en mesure de faire l'alignement au maxillaire et ainsi on n'a pas eu besoin d'intervenir au niveau du maxillaire. Et on a fini par extraire la 17, on a mis un implant malaire à la place en déposant la plaque d'ostéosynthèse. Donc au final, une chirurgie un peu moins agressive. La voici en post-op. On voit qu'il y a une projection du menton qui est beaucoup plus satisfaisante. Troisième cas, avec une microsomie hémifaciale. C'est un cas très similaire au premier cas que je vous ai présenté, donc je vais passer très rapidement. C'est un patient avec un tableau clinique de type 2A. Voilà ici le patient. Pas de traitement orthodontique à ce stade. Son occlusion est convenable. Voici le cliché avant, on voit qu'il y a bien un cante. Une oreille qui est hypoplasique. Et ici, c'est du côté gauche qu'il y avait l'hypoplasie. Donc, la procédure prévue, c'est toujours un peu la même, une ostéotomie de l'euphoре, mais chez lui, on a commencé à la mandibule parce que, bien évidemment, on voulait surtout avoir une symétrisation des 2 branches montantes, des 2 ramus. Et ensuite, on est intervenu au maxillaire. Voici ce qu'on avait prévu. Vous avez ici un mouvement évidemment très important avec un gain significatif de la dimension verticale. Donc c'est exactement la même chirurgie que je vous ai montré tout à l'heure avec plaque d'ostéosynthèse et greffon. Très content de cette panneau post-op. Ici on est 6 mois après. Et quand on regarde le sourire, il y avait déjà une faiblesse musculaire avant la chirurgie. Toujours est-il que son plan d'occlusion a été nivelé et nous sommes très contents. 4e cas que je parcours au pas de course. Un cas qui m'a été adressé, il y avait une atteinte condylienne. Elle avait une 20aine d'années, mais 10 ans auparavant, elle avait eu un trauma qui avait atteint son condyle avec une ankylose fibreuse et des répercussions et compensations dentaires. Donc son occlusion n'était pas terrible, mais elle nous consultait essentiellement pour que l'on corrige la symétrie de la face. Il y avait donc une ankylose qui faisait en sorte que l'un des condyles était extrêmement plus court que l'autre et son menton avait basculé vers la gauche. Ankylose fibreuse ici. Vous avez ici en pré-op, c'est le projet thérapeutique réel. On a commencé par intervenir au maxillaire. Vous avez ici les données. Nous avons un guide chirurgical pour la condylectomie. SSO, génioplastie, côté gauche. Voici la panneau en post-op, condylectomie avec un greffon osseux.
Et c'est la manière dont on a réussi à remettre le condyle en place avec une approche encore une fois rétrograde et transfaciale. La voici à nouveau. Il y a toujours une petite déviation côté droit, mais elle est très contente du résultat. Donc ça, c'est l'arbre décisionnel en présence d'une asymétrie de la face, suivant qu'il y a une atteinte condylienne ou pas. On va à ce moment-là utiliser ou non une greffe, une condylectomie ou non. S'il n'y a pas d'atteinte du condyle, on commence à la mandibule, on va faire une ostéomie en L inversée et une AICBG, Léophore 1, puis on termine par les géniaux. Ce genre de reconstruction ramique, ça nécessite bien sûr des gestes complexes et la planification chirurgicale virtuelle a vraiment changé la donne pour nous. Je vous ai montré l'algorithme, l'arbre décisionnel. On est très content de cette approche parce que ça nous permet d'avoir un temps chirurgical qui est plus court au bloc et on a en plus des meilleurs résultats qui plus est plus précis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question. Quand vous faites une chirurgie d'avancée mandibulaire, vous passez par l'intérieur ou jamais? Est-ce que vous avez une approche transfaciale? Transfacial. Alors dans ces cas, c'est toujours une approche d'abord transfaciale. Parce que quand on a une asymétrie de la face, on peut avoir un BSSO parce qu'on veut un mouvement horizontal, mais quand on veut un mouvement vertical, on n'est pas en capacité de le faire par une approche intra-orale, raison pour laquelle il faut faire une ostéotomie en L inversée et avoir une approche transfaciale. Merci beaucoup. Thank you very much to NYU University for hosting us. Thank you very much for the high quality conferences. Well, you're very brave. You are the last standing. Tonight we are going to meet again. I think that you know the address. We're going to share a last meal. I would like to thank again the NYU University for hosting us. Congratulations. Thank you ever so much. Maybe we can have a last group picture. This is a proposal by our friend Carl, and for those last standing, we can have a last group picture. Thank you very much. Please do not forget to hand back